Mes parents ont exigé que je vende ma collection de voitures d'une valeur de 1,8 million de dollars pour acheter une maison à ma sœur au chômage. Alors, j'ai déplacé les 12 voitures dans un endroit secret au milieu de la nuit. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un texto depuis son premier appartement, payé avec son propre salaire. Salut à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement. Si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu silencieuse ces derniers temps, et votre soutien est ce qui l'a fait vivre. Allons-y, post original sur R Relationship. Je n'aurais jamais pensé écrire un de ces posts. Mais me voilà à 2 heures du matin, assis dans mon garage, entouré de mes voitures, essayant de digérer ce qui vient de se passer au dîner du dimanche. Je suis Michael, 28 ans, H, et je dois commencer par un peu de contexte. Je suis obsédé par les voitures depuis l'âge de 5 ans, quand mon grand-père m'a emmené à un salon de voitures anciennes. Pendant que les autres enfants collectionnaient des cartes de baseball, je collectionnais des modèles réduits et j'économisais chaque centime pour des magazines automobiles. J'ai commencé à travailler à 14 ans, tondant des pelouses, livrant des journaux, n'importe quoi de légal, et chaque dollar allait dans un compte d'épargne intitulé Voiture de rêve. Mes parents, Robert, 55 ans, H, et Patricia, 53 ans, F, trouvaient ça mignon quand j'étais plus jeune. Ils riaient quand je manquais des fêtes d'anniversaire pour faire des heures supplémentaires, ou quand je mangeais des ramen pendant des mois pour économiser de l'argent. Michael et ses voitures, disait-il en secouant la tête avec des sourires amusés. Ma jeune sœur, Emily, 20 ans, F, levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais des rapports de couple au dîner. Voici ce qu'il ne savait pas. Je n'étais pas seulement en train d'économiser. J'apprenais. J'ai appris par moi-même à restaurer des voitures en regardant des vidéos sur YouTube et en lisant des forums. À 16 ans, j'ai acheté ma première voiture de projet, une Plymouth Barracuda de 1970 complètement rouillée pour 800 $. Tout le monde a ri. Ce n'est pas une voiture. C'est de la ferraille, a dit mon père. Mais j'ai passé 2 ans à la reconstruire et je l'ai vendue 15 000 $. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un don. Pas seulement pour la restauration, mais pour voir le potentiel là où les autres ne voyaient que de la camelote. J'ai continué à acheter, restaurer et vendre en réinvestissant tout. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur à l'université, j'avais une activité secondaire qui rapportait plus que mon salaire de départ. Maintenant, à 28 ans, je possède 12 voitures. Pas des voitures ordinaires. On parle d'une Dodge Charger RT de 1969, d'une Plymouth Barracuda de 1971, d'une Corvette Split Window de 1963, et plusieurs autres. La collection vaut environ 1,8 million de $, bien que je ne l'ai jamais fait évaluer officiellement car je ne veux pas que cette information soit divulguée. Ce ne sont pas seulement des investissements pour moi. Chacune représente des centaines d'heures de mon travail, mon sang, ma sueur et de véritables larmes quand les choses tournaient mal. Je vis modestement dans une petite maison avec un grand garage. Je conduis une Honda Civic de 10 ans au quotidien. Je ne porte pas de vêtements chers et ne prends pas de vacances somptueuses. Mon bonheur vient du fait de passer mes samedis sous un capot, ressentant la satisfaction de redonner vie à quelque chose de beau. Ce qui nous amène au dîner de dimanche. Maman a commencé de manière décontractée, comme elle le fait toujours quand elle veut quelque chose d'important. Tu sais, Michael, Emily a regardé des appartements, mais le marché de la location est tout simplement fou en ce moment. J'ai hoché la tête, prenant une autre bouchée de rôti de bœuf. Emily m'en avait déjà parlé. Elle avait obtenu son diplôme d'un community college il y a 6 mois avec un diplôme d'associé en marketing, mais n'avait pas encore trouvé de travail. Elle vivait à la maison, ce qui était bien. J'ai fait la même chose après l'université. Elle a vraiment besoin de son propre chez-soi, a poursuivi maman. Une jeune femme a besoin d'indépendance. Le marché finira bien par se calmer, ai-je dit, en essayant de rester neutre. C'est à ce moment-là que papa a posé sa fourchette. En fait, nous y avons réfléchi. Tu as toutes ces voitures qui ne font que prendre la poussière dans un entrepôt. Si tu en vendais ne serait-ce que la moitié, tu pourrais acheter une belle maison à Emily. Elle serait à l'abri du besoin. Les mots flottaient dans l'air comme des gaz d'échappement. J'ai regardé Emily, qui était soudainement très intéressée par sa purée de pommes de terre. Pardon. Quoi, ai-je réussi à dire? C'est logique, a enchaîné maman, sa voix prenant ce ton qu'elle utilisait quand elle avait déjà pris une décision. Tu as plus que ce dont tu as besoin. La famille aide la famille. Quand tu as commencé, nous t'avons laissé utiliser le garage gratuitement.
Je vous ai payé un loyer pour cet espace de garage, ai-je dit lentement. 800 $ par mois, vous vous souvenez? Ce n'était rien comparé à ce qu'un espace commercial aurait coûté, a rétorqué papa. Et j'ai déménagé à 22 ans. Je suis autonome depuis 6 ans. Mais Émilie a besoin d'aide maintenant, a insisté maman. Tu pourras toujours acheter d'autres voitures plus tard. Ce ne sont que des choses matérielles, Michael. Émilie est ta sœur. J'ai de nouveau regardé Émilie. Elle a finalement croisé mon regard et j'y ai vu une attente. Elle s'attendait à ce que je le fasse. Ils s'y attendaient tous. Ces voitures ne sont pas que des choses matérielles, ai-je dit prudemment. Elles sont mon entreprise, ma retraite. Ton obsession, m'a interrompu papa. Tu as 28 ans et tu passes tous tes week-ends seul dans un garage. Quand vas-tu grandir et penser à quelqu'un d'autre que toi? L'accusation m'a frappé comme un coup de poing. Égoïste. J'avais travaillé depuis l'âge de 14 ans. Je ne leur avais jamais demandé un sou après le lycée. J'ai payé mes études universitaires moi-même, en travaillant la nuit pour restaurer des voitures afin de payer les frais de scolarité. Je dois y réfléchir, ai-je dit. À quoi y a-t-il à réfléchir? La voix de maman est devenue sèche. Émilie a besoin d'une maison. Tu as les moyens de la lui fournir. Point final. Ce n'est pas si simple. C'est aussi simple que ça, a dit papa. Nous savons ce que valent ces voitures, Michael. Nous avons vu les sites d'enchères. Tu pourrais acheter une maison à Émilie et il te resterait encore beaucoup d'argent. C'est là que j'ai compris. Ils avaient fait des recherches. Ils avaient planifié cela. Comment savez-vous ce que valent mes voitures, ai-je demandé. Maman a eu la décence de paraître légèrement embarrassée. Émilie nous a aidés à chercher certains modèles en ligne. Michael, tu es assis sur un patrimoine de près de 2 millions de dollars alors que ta sœur ne peut même pas se permettre de payer un loyer. Émilie, me suis-je tournée vers ma sœur. Est-ce vrai? Tu as fait des recherches sur ma collection. Elle a haussé les épaules. J'étais curieuse et maman m'a demandé de l'aider. Je veux dire, ce n'est pas normal, Michael, tout cet argent qui dort là. Il ne dort pas. Je travaille constamment sur ces voitures. J'ai des acheteurs intéressés par plusieurs d'entre elles, mais j'attends les bonnes offres. C'est comme ça que je gagne ma vie. Tu as ton travail d'ingénieur, a souligné papa, qui te rapporte 75 000 $ par an. Les voitures sont la façon dont je construis réellement ma richesse. Une richesse que tu accumules égoïstement, a lancé maman. Pendant que ta famille est en difficulté. Émilie vit à la maison sans payer de loyer, ai-je souligné. Ce n'est pas exactement être en difficulté. Elle mérite son propre espace, un vrai départ dans la vie. Qu'elle peut se construire elle-même, comme je l'ai fait. La situation à table a explosé. Papa m'a traité d'égoïste et d'immature. Maman m'a accusé de me soucier plus des machines que de la famille. Émilie a pleuré en disant que je ne l'aimais pas, que je choisissais des voitures plutôt que ma propre sœur. Je suis partie. J'ai conduit jusqu'à la maison dans ma Civic, les mains tremblantes sur le volant. Quand je suis arrivée à mon garage, je suis restée là à regarder mes voitures, voyant non seulement du métal et du chrome, mais des milliers d'heures de travail, d'apprentissage, de fierté. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Mise à jour 1. 2 semaines plus tard, je savais qu'ils allaient passer à la vitesse supérieure. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'ils agissent si vite. Le lendemain matin de ce dîner, j'ai commencé à passer des appels. J'ai trouvé un entrepôt de stockage à 2 villes de là, climatisé, haute sécurité, tout le tralala. C'était cher, mais j'avais besoin d'un endroit qu'ils ne pourraient pas trouver. J'ai loué 5 unités sous le nom d'une sarle et j'ai commencé la logistique pour déplacer 12 voitures sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai pris une semaine de congé en prétextant une urgence familiale. Ironique, non? Chaque nuit, à partir de 2 heures du matin, je remorquais 1 ou 2 voitures vers le nouveau site. J'ai engagé une société de sécurité pour transporter les plus précieuses. Le vendredi, mon garage était vide, à l'exception des outils et de ma Civic. Samedi matin, j'installais de nouvelles serrures quand j'ai entendu des voitures dans mon allée. Pas une seule, mais 3. Mes parents, Émilie, et mon oncle James, qui est agent immobilier. Ma tante Linda était là aussi, ainsi que ma cousine Jennifer. Ils avaient une clé.
J'avais oublié que j'avais donné un double à maman il y a des années pour les urgences. Ils sont entrés avant que je puisse atteindre la porte. Michael a appelé maman. Nous sommes venus te raisonner. James a trouvé la maison parfaite pour Emily, et nous devons. Elle s'est arrêtée net en voyant le garage vide à travers l'encadrement de la porte de la cuisine. L'expression sur son visage aurait été drôle si elle n'avait pas été si terrifiante. Elle est passée de la confusion à la compréhension, puis à la rage en environ 3 secondes. Où sont-elles, a-t-elle exigé. Où sont quoi, ai-je demandé en faisant l'idiot. N'ose même pas. Où sont les voitures, Michael? Je les ai vendues, ai-je menti. Toutes. En une semaine. N'insulte pas mon intelligence. Papa l'a bousculé pour entrer dans le garage comme si les voitures pouvaient se cacher quelque part. Oncle James a suivi, vérifiant même derrière les armoires à outils. Tu les as déplacées, a dit Emily doucement. Elle était restée silencieuse jusqu'à présent, mais sa voix était froide. Tu les as vraiment cachées de nous. Ce sont mes voitures, ai-je dit. Je peux les entreposer où je veux. Nous sommes ta famille, a hurlé maman. Vraiment hurlé. Je ne l'avais jamais entendu atteindre cette tonalité. Comment as-tu pu faire ça? Comment peux-tu être si cruel? Cruel? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Vous m'avez pris en embuscade au dîner, exigé que je liquide le travail de toute ma vie, et c'est moi qui suis cruel? Nous t'avons demandé d'aider ta sœur, a dit papa, sa voix dangereusement basse. Et au lieu de ça, tu nous as montré exactement quel genre d'homme tu es. Le genre qui ne se laissera pas intimider pour donner ce qu'il a gagné. C'est là que l'oncle James s'est avancé. Michael, soyons raisonnables. J'ai trouvé une magnifique maison de 3 chambres pour Emily, seulement 350 000 $. C'est peut-être le prix de 2 de tes voitures. Tu le remarquerais à peine. Il les a déplacées pour qu'on ne puisse pas les trouver, a interrompu Emily. Il se fiche que je me retrouve à la rue. Tu vis avec maman et papa, ai-je souligné. Sans loyer. Tu as un diplôme. Tu peux trouver un travail. Dans cette économie, a ajouté tante Linda. Et un peu de compassion. J'ai eu 3 emplois pendant la récession pour acheter ma première voiture, ai-je dit. Emily n'a même pas commencé à chercher du travail. C'était apparemment la mauvaise chose à dire. Emily a fondu en larmes, le genre de sanglots théâtraux qu'elle avait perfectionné au lycée. Maman s'est précipitée pour la réconforter pendant que papa s'approchait de moi. Tu vas nous dire où sont ces voitures, a-t-il dit. Et tu vas faire ce qu'il faut. Sinon quoi? Tu n'es plus mon fils. Les mots auraient dû me blesser. Il y a un mois, il m'aurait détruit. Mais debout là, regardant toute ma famille essayer de me culpabiliser et de me menacer pour me soumettre, je me suis sentie libre. D'accord, ai-je dit. D'accord, tu vas nous le dire. Non. D'accord, je ne suis plus votre fils. S'il vous plaît, quittez ma maison. L'explosion cette fois fut encore pire. Maman m'a traité de sans-cœur. Papa a dit que j'étais malade, que mon obsession pour les voitures m'avait transformée en quelque chose d'inhumain. Emily a hurlé que j'avais ruiné sa vie. Oncle James a essayé de jouer les médiateurs, suggérant une thérapie familiale. Tante Linda a tout enregistré sur son téléphone, disant qu'elle montrerait à tout le monde quel genre de personne j'étais. J'ai appelé la police. Je devais le faire. Il ne voulait pas partir. Et papa devenait agressif, me poussant, essayant d'atteindre mon bureau où il pensait que je pourrais avoir des papiers sur les unités de stockage. 2 officiers sont arrivés, les officiers Johnson et Martinez. Ils étaient professionnels, calmes, et quand j'ai expliqué que j'avais demandé à tout le monde de quitter ma propriété et qu'ils avaient refusé, ils ont clairement fait comprendre que ma famille devait partir. Ce n'est pas fini, a dit papa alors que l'officier Johnson le raccompagnait dehors. Nous savons que tu as ces voitures quelque part. La famille ne fait pas ça. Maman sanglotait en partant. Emily n'a rien dit. Elle m'a juste regardé avec une telle haine que j'ai reculé d'un pas. Après leur départ, l'officier Martinez est resté un peu. Les conflits familiaux sont rudes, a-t-il dit. Vous devriez peut-être envisager d'installer des caméras de sécurité et de changer toutes vos serrures. J'ai installé des caméras cet après-midi-là. J'ai changé chaque serrure, y compris les verrous de sûreté, mis en place un système de sécurité,
Ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque et déplacé tout mon argent. J'ai changé tous mes mots de passe. Je me suis assuré que les statuts de ma sarle étaient blindés. Puis je me suis assis dans mon garage vide et je me suis demandé si je venais de faire la plus grande erreur de ma vie. Mise à jour 2. Un mois plus tard, le harcèlement a commencé immédiatement. D'abord, ce furent les appels, 20, 30 fois par jour. Quand j'ai bloqué leur numéro, ils ont utilisé d'autres téléphones, des amis, des collègues, la famille élargie. Soudain, tout le monde avait un avis sur mon égoïsme. Les textos étaient pires. Émilie m'a envoyé des photos de sans-abri avec des légendes comme « Ce sera moi grâce à toi ». Maman a envoyé des versets de la Bible sur le fait d'honorer son père et sa mère. Papa n'a envoyé que des variations de « Je suis déçu de toi ». Puis vint la campagne sur les réseaux sociaux. Émilie a posté une histoire larmoyante sur Facebook sur la façon dont son frère avait choisi les voitures plutôt que la famille. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais tout le monde savait. Le post est devenu un peu viral dans notre communauté. J'avais des voisins qui évitaient mon regard, des collègues qui me demandaient si j'allais bien, et d'anciens amis du lycée qui me contactaient pour me dire que j'étais un monstre. Ma cousine Jennifer, celle qui avait enregistré chez moi, a posté la vidéo. Montée, bien sûr. Elle me montrait en train d'appeler la police pour mes parents âgés, ils sont dans la cinquantaine, et ma sœur désespérée qui portait un jean de marque. Les commentaires étaient brutaux. Mais le pire, ce fut l'enquête. 2 semaines après que je les ai mis dehors, un homme s'est présenté à ma porte. Un détective privé engagé par mes parents pour trouver mes voitures. Il a été plutôt sympa. Il a dit qu'il voyait souvent ce genre de choses. Des familles qui se battent pour des biens. Je vais juste leur dire que je n'ai rien trouvé, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation. Mais ils engageront quelqu'un d'autre. Les gens deviennent fous avec l'argent. Il avait raison. Ils ont engagé 2 autres enquêteurs. Ils ont appelé toutes les installations de stockage dans un rayon de 100 miles. Ils ont fait créer à Émilie un faux profil de rencontre pour matcher avec moi et essayer d'obtenir des informations. Ils ont contacté ma compagnie d'assurance en se faisant passer pour moi, essayant d'obtenir les adresses où mes voitures étaient enregistrées. C'est là que j'ai su que je devais passer à la vitesse supérieure. J'ai consulté une avocate, Barbara Chen, spécialisée en droit de la famille et en protection des actifs. Elle était brillante et impitoyable. Vos parents n'ont aucune revendication légale sur vos biens, a-t-elle dit. Mais ils vous harcèlent. Nous pouvons obtenir une ordonnance restrictive. Contre mes parents? Ils essaient de vous voler, Michael. Ils engagent des enquêteurs, se font passer pour vous, vous traquent. Ce n'est pas un comportement familial normal. Elle avait raison. J'ai demandé des ordonnances restrictives contre mes parents et Émilie. L'audience a été brutale. Ils se sont présentés avec leur propre avocat, payé en liquidant le plan de retraite 401K de mon père. Je l'ai découvert plus tard. Ils ont essayé de faire valoir que j'avais volé des biens familiaux, que les voitures leur appartenaient en partie parce que j'avais utilisé leur garage il y a 6 ans. La juge n'a pas marché. Elle a accordé les ordonnances restrictives. Ma famille ne pouvait pas s'approcher à moins de 500 pieds de moi, de ma maison ou de mon lieu de travail. Ils ne pouvaient pas me contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. En quittant le tribunal, Émilie a immédiatement enfreint l'ordonnance en courant vers moi pour me hurler dessus. J'espère que tu mourras seule avec tes stupides voitures. L'huissier de justice l'a arrêtée sur le champ. Elle a passé une nuit en prison et a écopé de travaux d'intérêt général. C'est là que les choses se sont calmées. Trop calmées. Je me suis concentrée sur mon travail, à la fois mon emploi de jour et mes voitures. Je me rendais à l'entrepôt de stockage à des heures aléatoires, sans jamais créer de routine. Je passais des heures à travailler sur ma Plymouth de 1971, me perdant dans le rythme familier de la restauration. Mais j'étais aussi seule. La famille que j'avais perdue n'avait pas été parfaite, mais c'était la mienne. Thanksgiving est passé. J'ai mangé un sandwich à la dinde dans mon garage. Noël approchait et je me suis surpris à me demander ce qu'il faisait. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. C'était l'amie d'Émilie, Mélissa. Ne raccroche pas, a-t-elle dit rapidement. Émilie ne sait pas que j'appelle. Qu'est-ce que tu veux? Te dire que tu as raison. Émilie n'a pas cherché de travail.
Elle attendait que tu cèdes. Tes parents l'ont encouragée dans cette voie pendant des années et cette histoire de maison était leur idée, pas la sienne. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'elle s'en vante. De la façon dont elle va te faire craquer. Comment la pression familiale te fera céder? Elle en rit avec son petit ami. Émilie a un petit ami? Depuis 2 ans. David. Il travaille dans la tech, gagne bien sa vie. Ils prévoient d'emménager ensemble, mais Émilie voulait d'abord une maison gratuite. Elle s'est dit, pourquoi payer pour quelque chose qu'elle pourrait obtenir en te culpabilisant? J'ai raccroché. Je ne savais pas si Mélissa disait la vérité ou si c'était une autre tactique de manipulation. Mais peu importait. J'avais fait mon choix. Mise à jour 3. 3 mois plus tard. Tout a changé à cause d'un article de journal. Le journal local a fait un reportage sur les jeunes entrepreneurs et d'une manière ou d'une autre, ils ont découvert mon entreprise de restauration. La journaliste, Nancy Williams, suivait mon travail depuis des années sans que je le sache. Elle a retrouvé des gens qui m'avaient acheté des voitures, a documenté les transformations, a même trouvé des photos avant-après. L'article était intitulé « Le mécanicien millionnaire, comment Michael Thompson, 28 ans, a bâti un empire, une voiture de collection à la fois ». Il détaillait tout. Mes débuts à 14 ans, les milliers d'heures d'apprentissage, les investissements prudents, les restaurations spectaculaires. Il y avait des interviews de clients satisfaits, des photos de mes plus belles réalisations, et même un encadré sur la valeur croissante des voitures de collection en tant qu'investissement. L'article a été mis en ligne un mardi. Le mercredi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais pas pour des drames familiaux. Des collectionneurs voulaient m'engager. Des musées voulaient exposer mes voitures. Un service de streaming voulait discuter d'une émission de restauration. Mais le meilleur appel est arrivé jeudi matin. Michael, c'est Émilie. J'ai failli raccrocher. Elle enfreignait l'ordonnance restrictive en appelant. Attends, s'il te plaît. Je suis au poste de police. Je vais me rendre après cet appel, mais je devais d'abord te parler. Tu as 30 secondes. J'ai trouvé un travail. En fait, j'ai un travail depuis 2 semaines dans une agence de marketing en ville. Le salaire n'est pas génial, mais c'est un début. Et on m'a approuvé un petit appartement. Rien de luxueux, mais c'est le mien. Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'en lisant cet article, Michael. Je ne savais pas. Aucun de nous ne savait à quel point tu avais travaillé dur. Maman et papa ont toujours fait comme si tu avais juste eu de la chance, comme si les voitures t'étaient tombées du ciel. Mais de voir tout ça exposé comme ça. 14 ans de travail non-stop. Je n'ai rien dit. J'ai été horrible, a-t-elle poursuivi, la voix brisée. J'ai laissé maman et papa me convaincre que j'avais droit à ce que tu avais construit. J'étais si jalouse. Tu avais toute la réussite et moi, je vivais encore à la maison. Mais je n'ai jamais travaillé pour ça. Pas comme toi. Émilie. Je vais suivre une thérapie et je vais faire quelque chose de moi-même, sans l'aide de personne. Je voulais que tu le saches. Elle a raccroché. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de la police confirmant qu'elle s'était rendue pour avoir violé l'ordonnance restrictive. Je n'ai pas porté plainte. L'article a également eu un effet inattendu sur mes parents. Leurs amis l'ont lu. Leurs collègues l'ont lu. Tout le monde l'a lu. Soudain, le récit a changé. Ils n'étaient plus les parents en difficulté avec un fils égoïste. Ils étaient les parents avides essayant de voler les biens durement gagnés de leur fils qui réussissait. Le patron de mon père l'a convoqué pour discuter de l'article troublant sur lui essayant de forcer son fils à liquider une entreprise légitime. Le club de lecture de ma mère l'a désinvité. Le country club a suspendu leur adhésion en attendant un examen. Oncle James m'a appelé la semaine dernière, non pas pour me harceler, mais pour s'excuser. Je n'avais pas compris, a-t-il dit. Tes parents ont fait croire que tu avais simplement trébuché sur une fortune. Je pensais que tu étais têtu à propos du partage d'un coup de chance. Mais Michael, tu as construit quelque chose d'incroyable. Je suis désolée de m'en être mêlée. Quant à moi, je vais mieux que prévu. La publicité de l'article a en fait aidé mon entreprise. J'ai augmenté mes prix de restauration et les gens sont heureux de les payer. Mon carnet de commandes est plein pour les 18 prochains mois. J'ai aussi commencé à sortir avec quelqu'un.
Elle s'appelle Sarah et c'est une ingénieure en mécanique qui aime les voitures autant que moi. Nous nous sommes rencontrés à un salon de voitures anciennes. Elle exposait une Camaro de 1967 qu'elle avait restaurée elle-même. Elle ne connaît pas le drame familial et je vais garder ça pour moi pour l'instant. Dimanche dernier, je suis allée à l'entrepôt pour ma routine d'entretien hebdomadaire. Les 12 voitures étaient là, brillantes sous les lumières. La Charger RT de 1969 sur laquelle j'ai passé 3 ans. La Corvette Split Window que j'avais sauvée d'une casse. La Hemi Cuda pour laquelle il avait fallu 6 mois juste pour trouver les bonnes pièces. J'ai passé la main sur le capot de la Charger, me souvenant de ce que mon père avait dit, que ce n'était que des choses matérielles. Il avait tort. Elles étaient la preuve qu'un gamin de 14 ans avec un rêve pouvait construire quelque chose d'extraordinaire par la seule force de la détermination et du travail acharné. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. J'ai failli le supprimer, puis j'ai vu que c'était une photo. C'était Émilie, debout devant un petit immeuble d'appartement, tenant une clé. Le message disait « Premier mois de loyer payé avec mon premier salaire. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Merci de m'avoir montré que gagner quelque chose soi-même est la seule chose qui compte. » J'ai supprimé le message. L'ordonnance restrictive était toujours en vigueur, et je n'étais pas prêt à reconstruire ce pont. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Mais j'ai souri. Parce qu'elle avait enfin compris ce que j'avais toujours su. Personne ne peut voler ce qu'ils ne peuvent pas trouver, et personne ne peut vous enlever ce que vous avez vraiment gagné. Les voitures étaient en sécurité. L'entreprise prospérait. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Ma famille avait eu raison sur une chose. J'avais été obsédée par mes voitures. Mais ils s'étaient trompés sur la raison. Il ne s'agissait pas de l'argent ou du métal. Il s'agissait de la preuve que quelqu'un qui part de rien avec seulement de la détermination peut construire quelque chose que personne ne peut lui enlever. Alors que je fermais l'unité de stockage et rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. Sarah, demandant si je voulais dîner et parler de la Mustang Fastback de 68 qu'elle avait trouvée en ligne. Absolument, ai-je dit, imaginant déjà les possibilités de restauration. Laisse-moi te dire ce que je pense qu'on pourrait en faire. La vie était belle. Différente de ce que j'avais prévu. Plus solitaire à certains égards, mais authentique. J'avais appris que la famille n'est pas toujours les gens qui partagent votre sang. Parfois, ce sont les gens qui partagent vos valeurs, qui comprennent que ce que vous construisez de vos propres mains est sacré. La collection était en sécurité, l'entreprise était la mienne, et l'avenir, lui, était grand ouvert comme une longue ligne droite d'autoroute sans limitation de vitesse. Je préférais faire ce trajet seul plutôt qu'avec des passagers qui voleraient les clés. Parce qu'en fin de compte, la chose la plus précieuse que j'avais protégée n'était pas les voitures. C'était mon droit de décider quoi faire de ce que j'avais gagné. Et ça, aucune enquête, aucune culpabilisation et aucune pression familiale ne pourraient jamais le trouver dans une unité de stockage. C'était à moi et à moi seul, comme il se doit. Réflexion finale. En y repensant, je me demande parfois si j'aurais pu gérer les choses différemment, peut-être être plus diplomate, plus compréhensif. Mais ensuite je me souviens de l'expression sur leur visage quand ils ont exigé mes voitures. Pas en demandant, pas en sollicitant, mais en exigeant, comme s'ils avaient droit à des années de mon travail. Je me souviens d'Émilie faisant des recherches sur ma collection dans mon dos. Mes parents engageant des détectives privés, les ordonnances restrictives qui sont devenues nécessaires juste pour vivre en paix. Non, je l'ai géré de la seule manière possible, car au moment où j'aurais montré de la faiblesse, ils m'auraient plumé comme des vautours sur une charogne. Les voitures sont toujours en stock. Je leur rends visite régulièrement, emmenant parfois Sarah avec moi. Elle comprend. La fierté de la restauration, la satisfaction de la préservation. Nous travaillons actuellement sur un projet ensemble. Une Mustang 68 qui a besoin de tout remplacer, mais qui a une bonne base. Émilie travaille toujours à l'agence de marketing. Je le sais parce que Barbara, mon avocate, garde un œil sur elle pour s'assurer que l'ordonnance restrictive est respectée. Apparemment, elle s'en sort bien. Elle a eu une promotion le mois dernier. Tant mieux pour elle. Mes parents ont pris une retraite anticipée. Le patron de papa a clairement fait savoir que la publicité n'était pas bonne pour l'entreprise. Ils ont vendu leur maison et ont déménagé en Floride. Ils ont envoyé un dernier message par l'intermédiaire de leur avocat disant qu'ils m'avaient déshérité. J'ai ri.
Ils avaient déjà dépensé mon prétendu héritage en essayant de voler mes biens réels. Parfois, tard le soir dans le garage, je pense à ce dîner du dimanche qui a tout déclenché. À quel point la vie serait différente si j'avais juste dit oui. Si j'avais vendu quelques voitures, acheté sa maison à Emily, maintenu la paix. Je serais plus pauvre, évidemment, mais pas seulement financièrement. J'aurais sacrifié mon intégrité, mon autonomie, mon droit aux fruits de mon propre travail. J'aurais créé un précédent selon lequel mon travail, ma passion, mes réalisations étaient un bien commun à distribuer à la discrétion de la famille. Et Emily, elle attendrait toujours la prochaine aumône au lieu de construire sa propre vie. Non, j'ai fait le bon choix. Le seul choix, en réalité. La collection qu'ils ne trouveront jamais ne concerne pas seulement les voitures. Il s'agit de respect de soi, de limites et du droit fondamental de dire non, même à sa famille. Surtout à sa famille. Parce qu'une famille qui vous aime vraiment n'essaie pas de voler ce que vous avez construit. Elle le célèbre, le respecte, et peut-être, s'ils sont vraiment spéciaux, ils demandent à faire un tour dedans. Sarah m'a demandé la semaine dernière s'il me manquait parfois. Je lui ai dit la vérité. Ce que je pensais qu'ils étaient me manque, pas ce qu'ils sont réellement. Elle m'a serré la main et a dit, « Eh bien, tu as une nouvelle famille maintenant, celle que l'on choisit. » Elle parlait de la communauté automobile, notre groupe de passionnés de restauration qui se réunissent tous les samedis pour travailler sur des projets et partager leurs connaissances. Des gens qui comprennent la valeur du travail, qui respectent la propriété, qui ne rêveraient jamais d'exiger les réalisations de quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'elle parlait aussi de nous. Elle et moi, construisant quelque chose ensemble, une voiture restaurée à la fois. Ça vaut plus que n'importe quelle collection. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vends toujours pas les voitures. Elles sont cachées, en sécurité et à moi, exactement comme il se doit.